déjà, il y a un contexte global qu'il faut rappeler, c'est qu'on évoque plus souvent la menace que l'opportunité et notamment la menace sur le développement. C'est-à-dire que l'augmentation de la température sur la Terre aura pour conséquence à travers la Terre une dégradation de la plupart des ressources et donc un appauvrissement. Et d'ailleurs, le dernier rapport des Nations Unies sur les objectifs du millénaire pour le développement dit que la première des priorités, c'est la lutte contre le réchauffement climatique. Donc ça, c'est le contexte global. On parle plutôt de menaces que d'opportunités. Mais on voit aujourd'hui à travers le monde, effectivement, une explosion notamment des énergies renouvelables qui sont une formidable opportunité parce qu'elles ont plusieurs avantages, elles sont innovantes, elles sont créatrices d'emplois et elles sont localisées. C'est-à-dire que contrairement aux anciens systèmes très centralisés, là, on a des énergies qui sont localisées, qui sont sur les territoires et qui peuvent donc s'intégrer dans ce qu'on va appeler des circuits courts. Et ce n'est pas un phénomène franco-français, c'est un phénomène européen, c'est un phénomène mondial. Même l'Agence internationale de l'environnement dit que d'ici 2016, on aura une croissance grosso modo de 40% de ce type d'énergie. Et puis, il y a un nouvel aspect aussi dans le paysage, c'est qu'on prend enfin en compte la question des économies d'énergie. Pas tant comme une question de régression économique, même si malheureusement les deux sont souvent liés et qu'on nous les envoie à la figure comme contre-exemple, mais au contraire comme opportunité, parce que les entreprises, elles savent très bien que quand on économise sur l'énergie, on gagne de l'argent. C'est pareil pour les territoires. Et il y a des opportunités énormes. On pense souvent à l'éclairage public, on pense aux bâtiments, on pense aux organisations de transport. Donc beaucoup de choses qui auparavant étaient un petit peu laissées de côté et qui aujourd'hui sont intégrées dans un modèle économique global. Sur la mise en œuvre des 3 fois 20, on a beaucoup de mal à avoir des chiffres objectifs, partagés. On souffre beaucoup des débats actuels sur la crise et des débats sur les gaz de schiste. On en souffre énormément. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de discours qui n'existaient plus, qui reviennent sur le devant de la scène et qui nous expliquent qu'il faudrait renoncer grosso modo aux 3 fois 20, que c'est pas grave, que la crise est plus importante. Des discours d'ailleurs qui sont très étonnants parce que en même temps, ils apportent des solutions anciennes à cette crise, des solutions dont on sait qu'elles n'ont jamais marché. On en a la preuve aujourd'hui par les chiffres. Donc sur le 3 fois 20, on sait par exemple qu'en France, et ce depuis longtemps, et notamment sur la précédente période, on tient nos objectifs en termes de réduction des émissions de gaz à effet de serre, on va même bien au-delà de ces objectifs. Sur le développement des énergies renouvelables, le syndicat des énergies renouvelables dit que depuis 2007, on n'en a jamais autant fait sur le développement de ce type d'énergie. On est dans les clous sur la plupart des énergies. Par contre, sur l'éolien, effectivement, on est en retard par rapport à l'objectif. Reste la question des économies d'énergie. Sur la question des économies d'énergie, là par contre, on a un vrai problème. On a un problème qui est double, c'est que le gros du sujet, c'est la rénovation des bâtiments. On avait mis en place les éco-prêts à taux zéro, mais qui n'ont pas suffisamment bien marché pour des raisons de tuyauterie, tout simplement. Et puis parce qu'il y a un effondrement du secteur du bâtiment qui s'accélère actuellement avec notamment l'augmentation de la TVA. Donc ça, c'est un énorme sujet. Et l'autre sujet auquel on est confronté, c'est que quand il y a des économies d'énergie dans un bâtiment, il y a ce qu'on appelle l'effet rebond. C'est-à-dire que l'économie obtenue par le particulier sur sa facture de gaz ou d'électricité, eh bien, il va la réinvestir dans de l'informatique ou de la télévision. Et de fait, on ne voit pas, in fine, sur la facture, la réduction de la consommation d'énergie, parce qu'on est dans un contexte global où plus on consomme, plus on considère qu'on est heureux, même si c'est un leurre absolu. Donc sur le 3 fois 20, on peut dire que bien sur les énergies renouvelables, globalement, il faudra aller plus vite encore, mais globalement bien sur les énergies renouvelables, en retard sur les économies d'énergie, donc à peine où il faut sur les réductions des émissions de gaz à effet de serre. Je dis vraiment à peine où il faut, je ne pense pas qu'à l'échelle européenne, on atteigne les 3 fois 20. Sur les sujets qui sont liés à la question des économies d'énergie en général et la transition énergétique, évidemment, il y a le sujet qu'on
n'avait pas vu arriver, qui est celui de la précarité énergétique. C'est-à-dire tous ces foyers qui vont dépenser jusqu'à 20% de leurs revenus dans les frais liés au chauffage, électricité et transport. Ce sont des dépenses contraintes. Or, nous, ce qu'on disait depuis un bout de temps, c'est attention, si on ne prend pas des mesures structurelles, donc sur le bâtiment, mais aussi sur la localisation de ces personnes entre leur domicile et leur travail, elles vont se retrouver dans des situations totalement intenables parce que le prix de l'énergie, inexorablement, va augmenter quoi qu'on fasse. Et ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'il y a un nombre de foyers croissant qui se trouvent dans cette situation de précarité énergétique, tout particulièrement d'ailleurs en Île-de-France, et que les réponses à cela sont des réponses d'investissement public structurel. Des investissements lourds, c'est vrai, mais des investissements qui publiquement sont rentables, collectivement sont rentables. Ces investissements, c'est la rénovation de l'habitat, pas simplement du logement social qui lui est plutôt bien isolé, mais surtout de l'habitat privé. Et là, sans investissement public, sans fonds d'investissement public, on aura du mal à débloquer ce type d'investissement. Deuxièmement, la question de la localisation vis-à-vis du travail, ça il faudra un peu de temps parce que c'est la question de la densité des villes, mais c'est aussi la création d'espaces de coworking qui sont des espaces de travail partagé où les personnes pourraient aller travailler pendant 2 ou 3 jours par semaine. Et il y a des rapports très intéressants qui montrent qu'à un horizon très court, à un horizon 2030, la moitié des salariés pourraient pratiquer le coworking si on se donnait les moyens effectivement de favoriser l'implantation de ces centres. Donc c'est vrai que la précarité énergétique, ce n'est pas un problème insoluble. C'est un problème grave, c'est un problème qui nous explose à la figure, mais c'est un problème pour lequel on peut apporter des réponses publiques. Sur la place des territoires dans la transition énergétique, ce qu'on voit se dessiner actuellement, il y a 2 échelles de pertinence. Il y a une échelle effectivement locale, territoriale, et il y a une échelle européenne. La question qui se pose aujourd'hui, c'est la pertinence de l'échelle État. Sur l'échelle locale et territoriale, il y a un espace de planification qui est plutôt un espace régional, notamment sur la question de la mobilité, pour essayer d'optimiser au maximum la localisation des lieux de travail et des lieux d'habitation. C'est-à-dire qu'il faut, en d'autres termes, il faut mettre un terme à la logique des années 60-70 de spécialisation des espaces, où il y avait des espaces dortoirs, des espaces de travail, des espaces de consommation. Ça n'a pas marché, ça a créé beaucoup plus de problèmes que de solutions. Et puis il y a un autre espace effectivement pertinent, qui est l'espace plutôt intercommunal de mise en œuvre, de l'espace d'action. Et ce qui est un point qu'on n'avait peut-être pas tellement vu venir, c'était la pertinence d'avoir des productions d'énergie décentralisées. Et donc même la pertinence d'aller beaucoup plus loin dans la loi et de consacrer les collectivités comme producteurs d'énergie. Mais j'irai encore plus loin. Au-delà de ça, j'irai consacrer le particulier comme producteur d'énergie et les systèmes coopératifs indépendamment des structures politiques, des structures territoriales, leur donner la liberté de le faire. Ce qui manque aujourd'hui dans notre débat, c'est la liberté justement d'expérimenter, la liberté donnée à des collectivités de devenir producteurs d'énergie, la liberté donnée à des coopératives de particuliers d'être producteurs et gestionnaires de leur énergie. On peut imaginer tout à fait que des particuliers dans un lotissement se regroupent, mettent en commun leur toit, les constituent dans une coopérative, installent des panneaux solaires sur ces toits et que cette coopérative effectivement devienne ensuite gestionnaire de l'énergie produite. Ça existe, ça existe ça. Il faut simplement donner un peu plus de liberté à nos collectivités et que l'État accepte de ne plus être le grand centralisateur de toute la question énergétique. Mais pour ça, il faut couper le modèle nucléaire et considérer que c'est un modèle, mais qu'il y en a plein d'autres qui sont complémentaires. Il y a 2 choses à dire globalement aux énergéticiens, quelle que soit d'ailleurs la forme d'énergie. Il y a un préalable global qui est qu'il n'y a aucun système qui de toute façon soit ancré dans le marbre et ad vitam aeternam. Par définition, tous les modèles énergétiques ont évolué et tous les modèles énergétiques ont changé à travers le temps. Donc il n'y a pas de modèle énergétique qui soit universel, imperturbable et inexorable. Ça, c'est le premier point. Le deuxième, c'est qu'on parle bien de transition, on devrait parler d'ailleurs de mutation.
parce que ça prend du temps. Le problème, c'est qu'il faut accepter que ça prenne du temps. Et donc, il y a des phases transitoires pendant lesquelles il y a un mix énergétique qui se crée. Simplement, pendant cette phase transitoire, leur rôle à eux, c'est d'être dans l'anticipation et dans l'innovation, effectivement, pour aller ensuite proposer de nouveaux produits qui ne sont pas nécessairement uniquement des produits en termes de production, mais des produits en termes de service. C'est-à-dire que les énergéticiens du futur, c'est ceux qui vont savoir vendre un service qui est comment est-ce que vous payerez moins d'énergie, tout simplement. C'est pas contre nature en réalité, mais plutôt que de vendre un produit, il faut vendre un service. C'est ce qu'on appelle l'économie de la fonctionnalité.